Alors, David Kayat, les 5 mercenaires ont chacun une question à vous poser. On commence avec Franz-Olivier Gisbert. Alors, David Kayat, qui fait un beau métier que j'aime, ma question est simple. Quand on a un cancer, il y a quelque chose que je déteste, hein, c'est la peur qu'on inspire aux autres. Alors, dites-nous ce qu'il faut faire. Par exemple, j'ai un cancer, bon, je me souviens la première fois, le premier cancer que j'ai eu, j'ai été voir le professeur Debré qui m'a dit « Surtout, tu ne dis rien !» Surtout pas au boulot, parce que tu verras, tu seras mort dans le regard des autres. Ah ouais. Je ne l'ai pas cru, parce que quelques temps après mon cancer, j'ai fini par le dire ici ou là, au travail ou ailleurs, et j'ai vu effectivement, j'étais comme mort. Comment on peut changer ça? D'abord, est-ce que vous conseillez de le dire quand on a un cancer aux autres? Je ne parle pas de la famille proche, bien entendu. Alors, écoutez, d'abord, c'est pas normal, parce que le cancer, c'est une maladie, comme toutes les maladies. Sauf que cette maladie, elle n'arrive pas à être une maladie comme les autres. Elle est toujours entachée de stigmates, de fatalisme, de noirceur. Et ça fait peur à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on ne la comprend pas. Encore, on comprend qu'une artère se bouche et on fait un infarctus. Mais on ne comprend pas pourquoi on enlève le sein d'une femme qui a un cancer du sein et 2 ans après, le cancer revient dans le foie avec des métastases. Donc ça crée justement une espèce d'angoisse. Plus le sentiment d'être pris au piège, tellement il y a de cancers autour de nous. Un homme sur 2, une femme sur 3. On a tous des cancers autour de nous. D'ailleurs, quand vous entendez parler de quelqu'un qui est mort d'un accident de la route ou d'un infarctus, bon, il y a de la peine, il y a tout ce qu'on veut. Mais quand c'est en plus d'un cancer, il y a un petit moment de frayeur quand même. Alors, faut-il dire la vérité? Il n'y a pas de recette. Chaque malade est différent. Chaque malade devra faire ses choix. C'est un moment où on a besoin des autres. Oui, on a l'impression que certains d'entre eux se barrent, s'enfuient, quoi. Mais vous n'imaginez pas le nombre d'hommes qui quittent leurs femmes quand ces femmes ont des cancers du sein. Mais donc, est-ce qu'il faut dire la vérité? Est-ce que vous, les patients, devez dire votre vérité? C'est autre chose pour nous de savoir si je dois vous dire la vérité. Mais est-ce que les patients doivent dire la vérité? Mon conseil, c'est faites comme vous le sentez, car après, il faudra assumer soit le silence, le mensonge, soit au contraire, la vérité qu'on a annoncée, le regard des autres. Et ce regard, la première fois qu'on a fait une campagne sur le cancer, c'est moi, avec le plan cancer, on a fait l'héros ordinaire, pour dire arrêtez de dire que les types qui ont des cancers, c'est des gens... Vous savez, quand je suis arrivé à Paris, à un moment donné, après ma coopération, j'arrive, je loue un appartement et la femme me dit, qui me louait, l'agence, me dit, écoutez, la vieille qui était là est morte d'un cancer, mais ne vous inquiétez pas, on l'a désinfectée. Putain. Non, je suis cancérologue, je suis tombé des nues, quoi. Mais voilà, on est encore dans le Moyen-Âge sur la communication autour de cette maladie. A contrario, est-ce que il vous arrive de dire à des gens, finalement, vous allez vivre quelques années alors que vous savez qu'ils vont mourir dans les 3 mois? Non, ça, c'est pas honnête, et il y a un devoir d'honnêteté. Mais il y a un devoir de vérité, mais il y a un premier devoir avant le devoir de vérité, qui est d'ailleurs dans le serment d'Hippocrate, c'est de ne pas nuire. Donc il y a des gens qui ont besoin de savoir, et il y a des gens qui sont capables de savoir. Et d'autres qui veulent pas en savoir. Alors, le plus bel exemple, et ça, moi, ça m'a frappé, quand je m'en suis rendu compte, je l'ai testé, c'est que souvent... Alors, quand on vient voir un professeur, là, un grand professeur, un grand patron, comme ils disent, on se prépare. Hein, c'est pas comme quand on va voir son médecin de famille. Donc, on achète des vêtements neufs, on réfléchit qu'est-ce qu'on va lui dire, comment on va présenter son histoire. Et souvent, on se dit, moi, je vais oser lui demander la vérité. Alors, le patient est là, après qu'on l'ait examiné, tout ça, on arrive au bout. Et là, combien de fois j'ai un patient en face de moi qui me dit, docteur, est-ce que vous allez pouvoir me guérir? Et surtout, j'ai appris à ne pas répondre tout de suite. Et j'écris encore de trucs, je lève la tête, je dis, mais vous pouvez me répéter la question, je n'ai pas entendu. Et là, je n'ai jamais vu un patient répéter, est-ce que je vais guérir? Là, la deuxième fois, il vous dit, est-ce que ça se soigne? Pas est-ce que ça se guérit? Bien sûr, ça soigne, je vais vous soigner. Mais assumer la vérité de sa mort, c'est pas évident pour tous les êtres humains. Bien sûr. Les gens comme moi, comme vous, des gens simples, vivre sa mort à l'avance, surtout que ce diagnostic, c'est déjà le mot cancer, c'est presque synonyme du mot mort pour la plupart de nos concitoyens. Donc, moi, je dis, quand on me demande est-ce qu'il faut dire la vérité, je dis autant de vérité que celui qui est en face de moi a envie de savoir. Ensuite, j'ai la famille. Est-ce que c'est le même niveau de vérité? Ensuite, j'ai le temps. Est-ce que la vérité que je vais dire dans 2 mois va être la même vérité, autant de vérité que ce que j'ai annoncé aujourd'hui? Le temps vient où, malheureusement, ce qui est extraordinaire, c'est la seule chose bien avec le cancer. C'est qu'à un moment donné, ça devient tellement dur que la mort devient quelque chose de... Une délivrance. Une délivrance. Ouais. Et à ce moment-là, on peut parler de la mort. Merci, professeur. Monia, votre question. Bonjour, professeur. Bonjour. Alors, on ne sait plus quoi faire parce qu'on dit tout et son contraire dans certains magazines. Il y a beaucoup d'idées reçues il y a beaucoup de fausses vérités, en tout cas, sur ce qui provoque le cancer. J'ai fait une liste d'idées reçues. J'aimerais qu'on les vérifie rapidement avec vous. Le vin peut réduire les risques de cancer. C'est vrai? Ah non, quand même pas. Mais par contre, il est faux que le vin consommé avec modération augmente le risque de la plupart des cancers.
Les hommes peuvent-ils être touchés par le cancer du sein? Bien sûr. 1% des cancers du sein surviennent chez l'homme. Ils sont d'ailleurs particulièrement graves. Pourquoi? Parce qu'un des critères de gravité sur le cancer du sein, c'est quand la boule qui est dans le sein, le cancer, finit par toucher soit le muscle pectoral, soit la peau. Or, ça va dépendre de la taille du sein, ça. Si c'est au milieu d'un très gros sein, avant que ça touche la peau ou le truc, on a du temps. Sur un sein, bon, moi j'en ai pas mal parce que je suis un peu gros, mais les hommes normaux, l'épaisseur n'est pas très grande, donc très vite ça attaque le muscle ou la peau. Et là, ça devient plus grave. Donc, les hommes font des mammographies? Ah bah à ce moment-là, il y a une boule. Si cette boule est suspecte d'un cancer, moi j'en vois régulièrement. C'est quand même le pourcentage, c'est 1%. C'est 1%, c'est rare. Est-ce qu'on peut être touché par le cancer des poumons sans avoir jamais fumé? Bien sûr. Ah bah oui. Et c'est même un phénomène qui se produit de plus en plus souvent. On assiste aujourd'hui à une augmentation de l'ordre de plus de 200%, 215% de l'augmentation des cancers du poumon chez les femmes non fumeuses dans les 15 dernières années. On ne comprend pas pourquoi. À l'inverse, il n'y a qu'un fumeur sur 6 qui va développer un cancer du poumon. C'est ça qui fait que les types disent moi je connais un type, mon papa, machin, il fumait, c'est pas grave. Oui, c'est pas tous les fumeurs qui vont faire un cancer du poumon. 1 sur 6. Ouais, c'est beaucoup. Le cancer du poumon, c'est 26 000 nouveaux cas, 24 000 morts. Hein. Ah oui. On vous donne le taux de guérison. Laisse tomber. Est-ce que certains animaux sont capables de détecter les personnes malades du cancer? Alors, écoutez, Il y a le chien qui reconnaît quand on pisse, là. Ouais, non, voilà, régulièrement, il y a des histoires de chiens qui sentent dans l'urine si le type a un cancer de prostate au début, maintenant n'importe quel cancer. J'ai lu les études, ça fait partie de mon métier de lire tout ce qui sort, mais bon, je ne suis pas totalement convaincu. Sinon, d'ailleurs, je vais vous dire, si c'était vrai, ça veut dire qu'un cancéreux n'est pas comme les autres. Ouais. Et vraie question importante, est-ce que les poils anti-adhésifs rayés sont cancérigènes? Non, alors ça aussi, c'est une rumeur. Le téflon, qui sert à faire les poils de la marque en question, on a dit que peut-être ça pouvait augmenter le risque de certains cancers. En fait, le téflon tient bien sur la poêle et il y a peu de risques avec une consommation normale, un usage normal de la poêle, vous ayez vraiment une augmentation du risque. Et dernière question, le four à micro-ondes, est-ce que ça favorise le cancer des ganglions lymphatiques? Alors là, mais totalement faux. Alors les micro-ondes, ni ça donne le cancer à cause des ondes, ni parce que vous chauffez un aliment dans le micro-ondes, cet aliment devient cancérigène. Sauf si cet aliment il est dans une barquette plastique et qu'il est au contact du plastique. Ah, c'est à cause de la barquette, en fait. C'est le plastique chauffé qui finit par transmettre dans l'aliment que vous allez manger des substances comme le bisphénol, etc., qui sont des perturbateurs endocriniens. Merci, professeur. Donc tu mets dans une assiette en porcelaine. C'est très précis, c'est très précis. Bon, c'est clair. On passe à Raquel Garrido. J'ai testé un soin qui se développe pas mal en entreprise et qui est censé lutter contre le stress, c'est le Reiki. Ouais. Magnéto, Didier. Le Reiki permet de réduire le stress. Ça amène la sérénité, soulage la douleur. Le Reiki va permettre de réguler l'équilibre physique et émotionnel. Et bien voilà. Vous avez fait ça, Raquel. C'était bien. Hein. Je suis allée tester parce que c'est vrai que dans votre livre, vous indiquez un lien de causalité, donc un lien de cause à effet entre le stress et le développement du cancer. Premièrement, j'aimerais bien que vous nous en disiez davantage sur ce point-là, qui est quand même une bombe, en réalité. Oui. C'est une information qui bouleverse toutes nos activités humaines, si c'est avéré. Et du coup, la question que je me pose, c'est un peu en milieu de l'entreprise, parce que, effectivement, c'est un lieu de stress. Il y a énormément d'études, de livres sur le sujet. On a développé, par exemple, dans votre livre, vous parlez de ce phénomène de fly or fight. C'est ça. Alors, voilà, je vais essayer de vous expliquer. Voilà. Alors, en fait, je n'ai pas dit et je ne dis pas que le stress donne le cancer. C'est quand on n'arrive plus à gérer son stress. Il y a une très belle expérience, malheureusement, bon, c'est sur des animaux, mais bon, il y a une très belle expérience faite par le professeur Laborie, qui a pris trois étapes dans son expérience. La première, il prend des rats, il les met dans 2 cages qui communiquent par un pont, par une passerelle. Il met de l'électricité dans la cage où il y a les rats s'enfuient, vont dans l'autre cage. Ils arrivent dans leur cage, on leur met l'électricité, ils retraversent de l'autre côté. Et on leur fait ça tout le temps. Eh bien, ils n'ont jamais de cancer. Prenez un deuxième exemple. Vous mettez 2 rats dans la même cage. Régulièrement, vous déclenchez de l'électricité sur le plancher. Ils se battent, ils se mordent, mais ils n'ont pas de cancer. Vous prenez un rat, vous le mettez dans une cage, il n'y a pas de passerelle, il ne peut pas aller dans une autre truc, il n'y a personne qui va pouvoir agresser, vous lui faites de l'électricité, ben comme il ne peut ni fuir ni se battre,
il développe un cancer. C'est pas moi, c'est Laborie, et c'est magnifique comme expérience. Car en fait, l'homme, il faut bien comprendre ça, l'homme a toujours été une proie. Il a été une proie pour les animaux sauvages, il a été une proie pour les conditions de la nature, il a été une proie vis-à-vis des autres hommes plus agressifs qui voulaient tuer. Bon, pour se préparer à ça, l'homme a développé un système qui lui permet, en une fraction de seconde et sans y réfléchir, donc c'est un système de nerveux autonome, on l'appelle, il n'y a pas de réflexion, le cerveau, le cortex n'y est pour rien, en une fraction de seconde, quand il est menacé, il fait soit fight or flight, je me bats ou je m'en vais. C'est les seules deux solutions. Tant qu'il a ces deux solutions, l'homme arrive à survivre à son stress, etc. Quand il ne peut plus ni se battre, les deux rats ensemble, ni fuir la passerelle, là, malheureusement, le problème, c'est qu'il va commencer à sécréter des hormones qui sont extrêmement cancérigènes. Il va se mettre à activer un certain nombre de mécanismes, notamment dans ce qu'on appelle le système nerveux sympathique, le système nerveux autonome. Et tout ça va aboutir à quoi? À une baisse très forte du système immunitaire, ce système avec les globules blancs et les anticorps qui, normalement, nous défendent contre tout ce qui nous menace. Et là, ce système s'effondre. Et à ce moment-là, la cellule cancéreuse, parce qu'on a tous des cellules cancéreuses dans notre corps, hein, oui. la question c'est, on les tient, on les contient. Mais à un moment donné, le système qui nous permet de tenir tout ça sans que ça nous fasse du mal n'y arrive plus. Et à ce moment-là, naturellement, la cellule cancéreuse, elle adore ça. Vous êtes vraiment très clair, professeur. Alors, professeur, en ramenant ce que vous venez d'exposer au lieu de l'entreprise, ça veut dire que pour la personne qui est dans une condition de travail qui ne lui convient pas et qu'elle ne peut ni contester parce que la méthode de management est féroce, ni fuir parce qu'il y a 6 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres et qu'il faut bien qu'elle ait son gagne-pain, elle est exactement dans la position de ce rat qui ne peut ni fuir ni combattre. Le problème, c'est que ces gens-là, c'est plus ceux encore, c'est vraiment ce que j'appelle la double peine, mais c'est les gens qui sont dans les situations de plus grande précarité, de plus grande détresse sociale, financière, etc., qui accumulent les plus de facteurs extrêmement péjoratifs. Ouais. C'est eux qui fument le plus, c'est eux qui boivent le plus, c'est eux qui mangent le plus mal, c'est eux qui ne vont pas voir leur médecin parce qu'il faut qu'ils travaillent, ils n'ont pas le temps de prendre 3-4 heures pour aller voir un médecin. Le total, c'est quoi? C'est que ces gens-là, malheureusement, ont une différence de survie, d'espérance de vie qui est de 10 ans inférieure au cadre. Putain. En France, je vous parle, pays où il y a marqué égalité sur tous les frontons de tous les bâtiments publics. Où est l'égalité quand on parle de 10 ans de différence de survie, simplement parce qu'on est né pauvre, parce qu'on n'a pas la chance de pouvoir choisir son métier, choisir les conditions de sa survie. Voilà. Vous qui avez soigné pendant des années des patients, qui avez vu à quel point ce facteur de bien-être lié à ce dont nous nous nourrissons, ce que nous ingérons, était important. Que pensez-vous du fait que dans les hôpitaux, on a une nourriture absolument infâme, même dans vos services d'oncologie, c'est-à-dire des repas qui doivent coûter 2 € en moyenne. Donc on ne peut pas faire des choses bien avec 2 € en moyenne quand c'est industrialisé. On a malheureusement des personnels qui sont pressurés, qui sont donc obligés de servir le repas à 18h30, à 1h, vous n'avez pas envie de manger, ou de toute façon, ce qui vous est servi, même avec toute la bonne volonté du monde, ça ne va pas vous faire du bien. Vous expliquez qu'il y a un facteur qui est un facteur psychologique, un facteur de bien-être. La nourriture fait partie de ce qui nous fait du bien. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas toujours si mauvais quand même. Moi, j'ai pas mal fréquenté les hôpitaux, ça dépend. Pardon, il faut voir les chiffres de la dénutrition à l'hôpital. En général, non. Moi, j'étais à l'hôpital, moi aussi, je peux te dire qu'on bouffe de la merde. Maintenant, pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'argent. Madame Polony a raison. Mais maintenant, c'est vrai qu'il y a des exceptions et c'est vrai que des jours, c'est pas mauvais. Mais le problème, c'est... Vous savez, dans mon service, on a fait une enquête il y a une quinzaine d'années. On a interrogé 100 patients pour savoir qu'est-ce qu'ils voulaient manger, qu'est-ce qu'ils ne voulaient pas manger, etc., etc. D'une façon extrêmement rigoureuse, indiscutable scientifiquement. D'ailleurs, on a publié le papier dans une grande revue. Et en fait, ce qu'ils voulaient, les malades sous chimio, c'est manger quand ils ont faim, pas à heure fixe, manger froid, pas chaud, sans odeur, et plutôt des produits lactés. Eh bien, nous, qu'est-ce qu'on leur donne à manger? On leur sert à heure fixe un truc qui sent fort. Ça pue, franchement. Ça pue les poireaux, ça pue la langue de bœuf à la sauce tomate avec des... Ils sont bons, le poireau. Enfin bon. Non, mais quand vous avez de la chimio qui passe dans vos veines, ça pue. Alors moi, j'ai dit dans mon service, à l'époque, j'avais une fondation, donc je récoltais de l'argent pour aider à humaniser le séjour des malades. J'ai dit, mais on va mettre un frigidaire comme dans les hôtels, un mini-bar, et on va mettre des yaourts, des crèmes, desserts, etc. C'est interdit.
C'est interdit parce qu'il faut vérifier les dates de péremption, qui prend la responsabilité, et si un jour il y a une infection et tout, donc ça m'a été refusé. Ce que je comprends, il y a des règlements, etc. Bon, ceci dit, aujourd'hui, le constat, c'est qu'on mange si souvent tellement mal qu'il y a véritablement un problème de malnutrition, voire de dénutrition, notamment chez les personnes âgées au cours de leurs hospitalisations. D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'être professeur de médecine pour se rendre compte qu'un patient âgé qui va passer 15 jours, 3 semaines, parce qu'ils mettent plus de temps que les autres pour récupérer d'une opération, d'un infarctus, de n'importe quoi, les personnes âgées, quand ils ressortent, ils n'ont plus de muscles, ils ont du mal à marcher, ils ont du mal à tenir des trucs, parce que ça a été une épreuve, cette hospitalisation, beaucoup plus pour qu'un petit jeune homme. Merci, professeur. Et maintenant, la question du 6e mercenaire. Ce soir, Florence Anxic, qui est médecin généraliste et homéopathe dans le 17e arrondissement de Paris. Magnéto Didier. L'homéopathie est très utilisée autour des chimiothérapies, radiothérapies, pour soulager les effets indésirables, afin d'aider toutes ces personnes qui sont en traitement et qui souffrent de troubles divers et variés pour lesquels les médicaments ne sont pas toujours efficaces. D'ailleurs, si la médecine conventionnelle était toujours efficace, il n'y aurait pas de médecine complémentaire. Est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs que l'homéopathie n'a aucun intérêt dans l'accompagnement des patients atteints de cancer? Je ne vais certainement pas dire ça parce que je m'oppose totalement à tous les médecines parallèles, complémentaires, qui disent qu'ils vont guérir le cancer. Et encore récemment, j'ai un de mes patients qui a vu quelqu'un qui lui a dit, voilà, j'ai un appareil avec des boutons rouges et des boutons bleus qui envoie des lésions électriques dans le foie et on va vous guérir les métastases, arrêtez la chimio, c'est toxique. Bon. Mais quand il s'agit d'aider les malades à passer au travers de leur combat, de cette chimiothérapie, de ces rayons, tout ça, c'est pénible. En cancéro, quand vous préconisez quelque chose, c'est une horreur, d'accord? Bon, ça marche. Moi, dans mon service, j'avais 11 médecines complémentaires gratuites tous les jours pour les malades. La réflexologie plantaire, l'aromathérapie, la sophrologie, les massages, l'acupuncture, l'hypnose, la sexologie, la psychothérapie, bien sûr. Bon, donc toutes ces techniques. Alors après, moi, est-ce que je suis un censeur? Est-ce que je dois décider pour les gens si c'est mieux l'homéopathie ou l'acupuncture? Non. J'ai offert tout ça à tous mes malades, toutes les 2000 malades qui venaient à la Salpêtrière se faire soigner dans mon service. On a réussi à leur offrir pendant toutes ces années, 25 ans. Mais c'est très bien. Je crois qu'ils en ont vraiment profité sans que ça leur coûte de l'argent, puisque c'était un accès gratuit. Et après, est-ce que moi, je vais en faire? Peut-être que si un jour j'ai de la chimio, peut-être que j'irai faire quelque chose. Je suis ravi d'entendre ça. Ah, bravo. Moi, c'est bien. Alors là, je suis ravi d'entendre ça. C'est rare d'entendre des médecins qui parlent comme ça. En ce moment, non, mais c'est remarquable parce qu'il y a une mode intellectuelle assez récente contre l'homéopathie. Ouais. La faculté de Rennes a décidé, parce qu'on ne pouvait pas établir scientifiquement qu'il fallait rayer l'homéopathie. Moi, je me soigne l'homéopathie, c'est peut-être placebo, hein, j'en ai rien à faire. C'est pas moi mais merci de votre humilité, parce qu'en ce moment, il y a un vent mauvais qui souffle. Vous savez qu'il y a une plainte. Je suis heureux, je suis très bien. Il est heureux, c'est formidable. D'habitude, il n'est jamais content. Très content. Voilà, c'était les 5 mercenaires face à l'invité fil rouge.